Hannah Beswick était une femme riche et quelque peu excentrique qui avait une peur terrible d'être enterrée vivante. Ainsi, elle a demandé à son médecin de ne pas l'enterrer après sa mort, et pour respecter ses souhaits, il a décidé de momifier Beswick. Et son cadavre momifié serait exposé pendant les 100 années suivantes. Suivez-moi pour découvrir son histoire. L'étrange histoire de la momie de Manchester ne commence pas avec un souverain de l'Égypte ancienne comme on pourrait le croire, et elle n'implique pas non plus un égyptologue, le nom donné aux archéologues et historiens de l'Égypte ancienne. Au lieu de cela, elle commence avec Hannah Beswick, une femme aisée mais par ailleurs sans histoire de Manchester. Hannah est née en 1688 à Chetwood, dans Old Hall, en périphérie de Manchester. À cette époque, la ville du Nord n'était guère plus qu'une petite bourgade tranquille, car la révolution industrielle qui allait la transformer n'arriverait que près d'un siècle plus tard. Ses parents étaient John Beswick et Patience Beswick. Ils appartenaient à une riche famille d'affaires, à une époque où l'industrie textile était déjà majeure dans le Yorkshire et le Lancashire. Ainsi, lorsque son père est décédé en 1706, alors que Hannah entrait dans la fin de son adolescence, elle a hérité d'une fortune considérable de lui. Cela représentait des milliers de livres, soit des millions selon la valeur actuelle. Avec cette somme, elle acheta le manoir de Bertrand Bower à Hollingwood, près d'Oldham, une banlieue de Manchester aujourd'hui, bien qu'à l'époque il s'agissait d'une ville complètement distincte. Là, elle mena une vie plutôt sans histoire jusqu'à sa mort en février 1758, alors qu'elle avait probablement 69 ans. Pourtant, elle était quelque peu excentrique, enterrant une grande partie de sa fortune en 1745 lorsque la rébellion jacobite en Écosse cette année-là menaçait de s'étendre dans le nord de l'Angleterre, ce qui arriva pendant un certain temps. Elle n'a jamais récupéré l'argent enterré ni révélé son emplacement à ses proches, provoquant des chasses au trésor autour de Berchenbauer aujourd'hui. Peut-être vous demandez-vous maintenant, quel est le lien avec la momie ? Eh bien, tout cela est lié au phénomène des enterrements vivants ou prématurés qui se produisaient dans l'Europe de l'époque moderne et à un incident étrange impliquant le frère de Hannah Beswick, qui a eu un impact durable sur sa psychologie. Pour mieux comprendre l'histoire de Hannah Beswick, il faut d'abord se pencher sur les enterrements prématurés qui n'étaient pas si rares à l'époque. Un enterrement prématuré, c'est lorsqu'une personne est enterrée dans un cercueil dans le cadre d'une sépulture chrétienne pour ensuite se réveiller vivante sous terre. Plusieurs raisons pouvaient expliquer cela. Parfois, des personnes plongées dans le coma se réveillaient enterrées vivantes dans un cercueil, leurs proches croyant à tort qu'elles étaient mortes. Parfois, de rares maladies, comme le syndrome d'enfermement, faisaient-on croire au décès d'une personne, entraînant funérailles et enterrement. Plus fréquemment, il s'agissait peut-être de personnes entrant dans un état catatonique complet, ce qui pouvait convaincre les autres qu'elles étaient décédées. Quelle qu'en soit la cause, le problème à l'époque moderne était qu'un manque de connaissances médicales et scientifiques menait souvent à un diagnostic prématuré de décès. Surtout dans les zones rurales, il y avait généralement très peu de personnes capables de prendre une décision éclairée sur le fait qu'une personne était morte ou non. Même une procédure comme vérifier le pouls, qui nous semble aujourd'hui si simple qu'on la considère comme acquise, n'était peut-être pas pratiquée il y a des centaines d'années. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans un cercueil alors qu'elles étaient encore vivantes. Les chiffres sont débattus et restent imprécis, mais les spécialistes estiment que des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année en Europe à l'époque moderne. Le médecin J. Stenson Hooker a estimé ce chiffre à environ 800 par an, rien qu'en Angleterre et au pays de Galles. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance.
Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Comme on pouvait s'y attendre, certaines personnes étaient très inquiètes que cela puisse leur arriver. Hannah Beswick était l'une de ces personnes, et elle a pris des mesures extrêmes pour s'assurer de ne pas être victime d'un tel sort. Le parcours d'Hannah Beswick vers ce qui allait faire d'elle la momie de Manchester a commencé avec les funérailles de son frère James, un jour au début des années 1750. La date exacte n'a malheureusement pas été enregistrée. Les funérailles de James débutèrent comme d'habitude, par une cérémonie chrétienne puis le transport du corps au cimetière. Alors que le corps de James allait être scellé et enterré, un des personnes en deuil remarqua quelque chose d'inhabituel. James, semblait-il, clignait des yeux. La personne fit rapidement part de cela et un examen plus approfondi de son corps par le docteur Charles White, un jeune médecin à l'époque, révéla que James Beswick était bel et bien vivant. Les personnes en deuil ramenèrent son cercueil chez lui, où il reprit conscience quelques jours plus tard, après s'être remis du mal qui l'affligeait. La mésaventure de James, qui a failli être enterré vivant, eut un impact immense sur sa sœur Hannah Beswick. On pourrait dire qu'elle développa alors la taphophobie, la peur d'être enterrée vivante. Mais qualifier cela de taphophobie dans ce cas précis demeure bien sûr sujet à débat. Une phobie est généralement quelque chose qui comporte un élément d'irrationalité. Cependant, ayant vu son frère être presque enterré vivant quelques années plus tôt, Madame Beswick avait toutes les raisons de craindre que la même chose ne lui arrive. Quoi qu'il en soit, cela allait bientôt conduire à un développement extraordinaire. Hannah Beswick était morte quelques années après que son frère ait failli être enterré vivant. Il a rapidement été révélé qu'elle avait pris d'énormes précautions pour s'assurer de ne pas être enterrée vivante elle-même. En juillet 1857, elle avait modifié son testament pour léguer 100 livres au docteur Charles White, le même médecin qui avait déclaré que son frère était en fait vivant au bord de sa tombe quelques années plus tôt. Avec cela, le docteur devait s'assurer qu'une fois morte, le corps de Hannah ne serait pas enterré, mais resterait au-dessus du sol indéfiniment, où il devait effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer qu'elle n'avait pas été déclarée morte par erreur. Il existait bien sûr des moyens de gérer la taphophobie. La peur d'être enterré vivant à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne était si forte que divers dispositifs furent employés pour l'éviter. L'une de ces mesures était le cercueil de sécurité. Il s'agit d'un cercueil équipé d'un mécanisme destiné à empêcher un enterrement prématuré. Un type de cercueil de sécurité comprenait un levier qui permettait d'ouvrir le cercueil de l'intérieur. Tout cela fonctionnait bien tant que le cercueil n'était pas encore enterré, mais il est difficile de voir comment cela pourrait marcher s'il y avait près de 2 mètres de terre au-dessus du cercueil pesant sur le couvercle. Plusieurs autres dispositifs, comme une cloche qui sonnait, pouvaient également être utilisés, mais White a choisi une méthode complètement différente après la mort de Beswick en 1758. La taphophobie de Hannah Beswick n'explique que partiellement comment la momie de Manchester a vu le jour. L'autre partie de l'explication réside dans les décisions plutôt excentriques du docteur Charles White. Il aurait pu choisir parmi un large éventail de méthodes pour préserver le corps de Hannah afin de respecter ses dernières sans volonté, mais parmi celles-ci, il a opté pour la méthode inhabituelle de la momification. Il ne semblait y avoir aucune mention dans le testament de Beswick indiquant qu'elle souhaitait être embaumée. Pourtant, White l'a fait quand même. Après avoir attendu suffisamment longtemps pour s'assurer qu'elle était bien morte, White a décidé d'aller encore plus loin dans le respect de sa demande de ne pas être enterrée. De la térébenthine et du vermillon ont été injectés dans les artères et les veines du cadavre. Les organes ont été retirés et autant de sang que possible a été extrait du corps.
Après avoir été lavés à l'alcool, les organes ont ensuite été réinsérés et les cavités du corps ont été remplies de substances comme la résine et le camphre. Enfin, le corps était oint d'huile et placé dans un sarcophage rempli de plâtre de Paris. C'est ainsi qu'est née la momie de Manchester. Pourquoi White a fait cela n'est pas tout à fait clair, même si cela était en grande partie lié à un litige juridique concernant le testament de Hannah. Afin de recevoir les 100 livres qui lui avaient été légués, une somme considérable à l'époque, White pensait qu'il devrait prouver qu'il avait préservé son corps d'une certaine manière sans l'enterrer, conformément à ses instructions. Il se peut aussi qu'il ait été inspiré par un désir scientifique de comprendre comment fonctionnait la momification, et à cette époque, il était déjà un pionnier dans les domaines de la chirurgie, de l'obstétrique et de l'orthopédie. Restait la délicate question de l'endroit où conserver la momie de Manchester. Pendant un certain temps, son corps embaumé fut conservé à Ancolts Hall, un grand manoir appartenant à un autre membre de la famille. Mais ses proches devinrent vite mal à l'aise à l'idée d'avoir les restes macabres de Hannah chez eux, et la momie fut rendue à White après une courte période. Par la suite, apparemment pour le reste de sa vie, jusqu'en 1813, soit environ 55 ans après la mort de Hannah, White conserva la momie de Manchester exposée dans une vieille grande caisse d'horloge sur pied. La curiosité attira vite l'attention et, au fil des décennies, beaucoup payèrent un droit d'entrée pour visiter la maison de White et voir la momie de Manchester. À la mort de White, en 1813, la momie de Manchester revint à un de ses collègues, le docteur Ollier, qui en eut la possession pendant les 15 années suivantes, jusqu'à sa propre mort en 1828. Ensuite, elle fut donnée au musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester. C'est à ce moment-là que les restes embaumés de Beswick devinrent connus sous le nom de la momie de Manchester. À une époque de curiosité scientifique, où les foires et expositions universelles étaient très en vogue, le musée a tiré parti de cette étrange exposition, et la momie de Beswick est devenue une véritable sensation au milieu du XIXe siècle. L'odyssée des restes de Hannah Beswick prendrait finalement fin en 1868, 110 ans après sa mort. L'année précédente, le musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester avait été intégré au nouveau musée de Manchester. Alors que ses collections étaient transférées et reclassées, la momie de Manchester est devenue un sujet de controverse. Alors que certaines personnalités religieuses et des hommes politiques ont commencé à soutenir qu'il était inacceptable que les restes d'une femme du XVIIIe siècle, qui n'avait pas reçu de sépulture chrétienne appropriée, soient exposés au public de cette manière. Une procédure judiciaire s'ensuivit, au terme de laquelle il fut conclu que Hannah Beswick était certainement légalement décédée à ce stade, et que son souhait de ne pas être enterrée au cas où elle serait encore en vie n'avait plus à être respecté. Ainsi, le 22 juillet 1868, Hannah Beswick fut enterrée au cimetière d'Arbor Hay à Manchester. Il est presque certain qu'elle n'était plus en vie lorsqu'elle a été enterrée. Dans les années qui ont suivi sa mort et avant son enterrement, sa maison Birchin-Bauer a été transformée en appartement et plusieurs des résidents ont affirmé avoir vu une silhouette vêtue d'une robe en soie noire et d'une coiffe blanche, qu'ils ont décrite comme étant Hannah Beswick. Elle glissait à travers son ancien domaine et disparaissait à une dalle en particulier. Birchin-Bauer a finalement été démoli pour faire place à une usine, mais des apparitions de son prétendu fantôme ont tout de même été signalées. Avec l'avènement de la science et de la médecine moderne, le phénomène de l'enterrement prématuré ou de l'inhumation de personnes encore vivantes a considérablement diminué à la fin du XIXe siècle et a pratiquement disparu au XXe siècle. Il y avait une plus grande prise de conscience du fait que les gens pouvaient tomber temporairement dans le coma ou souffrir de maladies qui pouvaient les faire paraître morts pendant des jours, voire des semaines. Plus important encore, les médecins sont formés à vérifier les signes vitaux des personnes pour s'assurer qu'elles sont réellement décédées avant de commencer le processus d'inhumation. Cela dit, les enterrements prématurés se produisent encore parfois. En 2013, une vidéo est apparue montrant un homme extrait vivant de sa propre tombe au Brésil après avoir été, par erreur, considéré comme mort. Cependant, de tels cas restent rares. Au lieu de cela, les enterrements prématurés et la taphophobie sont devenus des éléments que l'on retrouve davantage dans des films d'horreur comme L'Enterré vivant de 1962 et Enterré vivant de 1990.
Cela apparaît même dans la deuxième partie des films Kill Bill de Quentin Tarantino. Cela témoigne de la peur que le fait d'être enterré vivant peut encore susciter à une époque où cela se produit très rarement. Imaginez à quel point cela devait être effrayant lorsque des centaines ou des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année, et nous commençons alors à comprendre comment l'étrange histoire de la momie de Manchester a vu le jour au départ. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Anna Beswick et la momie de Manchester. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.